Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, on baisse un petit peu la musique. Comment vous allez les gens? Hop, il fait pas beau aujourd'hui chez moi. Je sais pas chez vous comment c'est le temps. Mais chez moi c'est pas top. Alors, salut la faucheuse, ça va? Ça on met là. Donc, donc aujourd'hui, c'est jeudi matin, donc c'est une session culture. Et voilà, donc comme vous le savez, ou pour les personnes qui découvrent ce stream, donc tous les jeudis matins, le but, c'est de faire un petit peu des sessions culturelles, donc parce qu'en fait je suis historienne de l'art, donc évidemment, voilà, mon cœur de métier, c'est l'art. Ouais, il fait sacrément moche, oui, oui, il fait pas très beau. C'est dommage, j'avais envie d'aller courir aujourd'hui, mais bon, on verra après. On verra le temps comme il s'échange ou pas, sinon tant pis, hein. J'ai de quoi courir sous la pluie. Donc voilà, donc aujourd'hui, petite session de découverte. En gros, je sais plus, c'était il y a 2-3 jours, hein, j'ai vu le post sur LinkedIn du musée des arts décoratifs qui présentait son nouveau jeu en ligne. Alors par contre, je me rappelle plus sincèrement qui l'a fait. Attendez, je vais regarder ça hein, quand même. Est-ce qu'il y a marqué à propos crédit? Voilà, attendez, après je vous montrerai après. Donc c'est un jeu qui a été conçu par Fabien Escalona du musée des arts décoratifs et par Emmanuel Rouillet de l'agence Mosquito. Si j'ai bien compris, Mosquito. Je regarde vite fait ce que c'est. Donc Mosquito fait du design interactif pour les lieux de culture. Voilà. Je viens de regarder sur leur site internet. Salut Dreammaker, j'espère que tu vas bien. Et donc voilà, c'est un jeu qui a été développé par Arnaud Martin de l'agence 23 Forward. D'accord, donc oui, une agence qui fait des sites web. Visiblement, ça a l'air plus dédié à la culture, de ce que je vois. Donc voilà, une agence web qui fait des sites en lien avec la culture. Voilà. Et les dessins, donc dessins d'intérieur, objets réalisés par Laurent de Comines, sauf pour la période modernisme, qui a été fait par Chloé Pitio du musée des arts décoratifs. Les portraits de mécènes aussi, voilà. Et donc évidemment les textes sont l'œuvre des équipes scientifiques du musée des arts décoratifs. Voilà. Donc pour vous situer un petit peu, donc c'est un jeu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un serious game? Enfin, en tout cas, c'est un jeu. C'est un jeu pour apprendre des choses. Parce que bon, on peut apprendre des choses avec les jeux vidéo de manière générale. Hein. Et là, donc, on est sur un jeu. Donc, de ce que j'ai compris et le peu que j'ai vu, en gros, il faut meubler une pièce et bien mettre en fait chaque pièce de mobilier dans la bonne période. Donc ce qui est en soi un jeu assez sympa. À prendre en s'amusant, tout à fait. tout à fait. C'est le but du musée des arts décoratifs. Tout à fait. Mais avant de vraiment se focaliser sur ce site-là, je vais regarder un petit peu comme d'hab. Alors soit je vais... vous savez, j'aime bien commencer mes sessions culture par un petit jeu sur Google Art and Culture, soit, et puis si le jeu, il est pas top, faire très 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 rapidement, genre 5 minutes, une petite partie de GeoGuessr dédiée aux lieux culturels, enfin aux monuments. Voilà, donc en gros, en me mettant comme limite maximum 1 minute par monument, en gros, je sais ou je sais pas. Voilà. Ou au pif. Ça peut être du pifomètre. Alors, voilà. Bah tiens, là on est sur ça. Ah, par contre, c'est marrant que ça... Ouais, attends, hop. Voilà, on fait un petit truc comme ça.
Zou. Voilà, pas trop non plus, que vous puissiez voir au moins le chat. Voilà. Donc la musique, ça va. Je vais la baisser un tout petit peu. Voilà, qu'elle pollue pas trop. Alors, donc c'est parti. Alors, donc on est sur le site de Google Art du lieu culture. Donc qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui? Donc chaque jour, en fait, sur le site, il y a un daily challenge pour les personnes qui aiment l'art, qui ont envie un petit peu de s'amuser avec ça. Ah, c'est marrant là. Oh là, les couleurs. Qu'est-ce que c'est quoi ta couleur préférée? Alors, le daily challenge. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est? Là, comme ça, c'est un peu étrange. Bonjour Essium, j'espère que tu vas bien. Alors, play. Ah, c'est marrant, on dirait un agglomérat de... comment dire... tu sais, un mélange de paille et de... comme une sorte de brique à l'ancienne, tu vois, un agglomérat de paille. Ah, c'est rigolo comme truc. Est-ce que c'est une sorte de prototype pour faire un boomerang? Petit début de journée. Ouais, un petit début de journée. Bah écoute, j'espère que ce sera une belle journée. C'est important ça. Ouais, on va se mettre en français, voilà. Ah, c'était un pain? Non. Alors, donc c'est un pain égyptien, c'est ça? Le pain est un aliment de base des anciens égyptiens. Le grain est utilisé comme base pour la fabrication de la bière. Ou un samosa. Mais oui. Mais c'est ça en fait, c'est un samosa à l'antique. Alors, la production de céréales était l'une des principales activités agricoles en Égypte et est fréquemment utilisée sur les murs des tombes. D'accord, ouais. Oui, bah oui, ça fait une sorte de support efficace pour la peinture, j'imagine. Quand l'Égypte faisait partie de l'Empire romain, le pays a servi comme source principale de céréales pour Rome. Bah oui, on disait souvent que l'Égypte c'était le grenier de l'Empire romain. La plupart du pain égyptien a été fait à partir du blé, mais une variété d'autres ingrédients pourrait être ajoutée. Waouh, ils customisent leur propre recette. Les formes variaient des pains plats ronds ou triangulaires aux grands pains coniques cuits dans des moules en poterie. Putain, il s'éclatait, hein. Vas-y, aujourd'hui on va faire un moule de pain en forme d'étoile. Voilà. Des dizaines de formes et de noms différents sont connus pour les miches de pain, ce qui indique son importance pour les Égyptiens. Dans l'Égypte ancienne, la mort imitait la vie dans une large mesure. Le pain était une partie essentielle des provisions de la personne décédée pour l'au-delà. Donc en gros, ils embarquaient leur baguette dans la tombe. Cet exemple a peut-être été placé dans une tombe comme un moyen de soutenir l'occupant mort lors de son voyage aux enfers. Aux enfers, mais non, mais c'est pas vraiment les... Non, c'est pas les enfers. C'est dans l'au-delà, voilà. Non, quand même. L'enfer, mais l'enfer pour les Égyptiens, pas vraiment. Hein. C'est plutôt le néant, tu n'existes plus, ou le paradis. Les champs de Yalou. Le pain, ça me rappelle le premier confinement. L'enfer, le feu, non, pas le feu. Le chat de pyromane. Ouais, c'est vrai que ça rappelle le premier confinement. C'est vrai qu'on n'a pas eu cette envie de faire du pain durant en même temps, est-ce qu'on est vraiment en confinement? C'est une question essentielle. On est en plutôt couvre-féminement, voilà, à la rigueur. Mais c'est vrai que y a plus de pain, les gars. Elles sont les photos sur Twitter, Facebook, des gens qui font leur pain, là. C'était pas un confinement. Voilà, Dreammakers, bam. J'ai pas envie, c'est pas un confinement. Mais par contre, le pain en Égypte, c'est vrai que c'est l'une des vraiment une alimentation de base. Et le truc qui est rigolo en égyptien, c'est qu'en fait, je suis en train de bosser sur je suis en train de finaliser. Je fais un petit atelier, un atelier hiéroglyphe. Pour un jeune public, environ une douzaine, 10-12 ans. Et donc en fait, donc je vais leur présenter le principe de la grammaire égyptienne, les hiéroglyphes et tout ça.
Et en fait, le truc qui est marrant en égyptien hiéroglyphique, c'est que pour marquer le féminin, on utilise un hiéroglyphe très particulier qui est la miche de pain. Donc c'est une sorte de petit... voilà, c'est une sorte de petit... alors c'est pas cette forme-là, voilà, c'est pas un samosa. C'est vraiment une petite boule de pain aplatie. Quand tu veux mettre un mot égyptien au féminin, eh ben, il faut rajouter cette petite miche de pain à la fin. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est de se dire que en égyptien hiéroglyphique, ça correspond pas au... Enfin, pour nous, ce qui est un mot féminin, ce sera pas la même chose en égyptien. Par exemple, l'arbre, nehet, c'est un mot égyptien parce que voilà, il y a... En fait, le féminin, en général, les mots féminins finissent par T. Pour ça, j'ai dit nehet. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit exemple. Et donc, quand tu écris nehet, en fait, à la fin, tu mets une petite miche de pain. Et ce qui est rigolo, c'est... Enfin, rigolo. C'est de se demander pourquoi la marque du féminin, c'est un pain. Donc, je ne veux pas de blagues sur les miches. Attention. C'est un chat raisonnable ici. C'est plutôt... Apparemment, ce serait le fait que... Comme à l'époque, c'était essentiellement les femmes qui s'occupaient de la confection du pain, et ben c'était, enfin en gros, c'était clairement établi que le pain était quelque chose lié au monde féminin. Voilà. C'est comme si nous aujourd'hui, pour désigner une femme, on mettait l'aspirateur à côté, quoi. Oh, les clichés. Oh. Mais voilà, c'est pour faire comprendre un petit peu, voilà. C'est pas nous, on n'a rien dit. Ouais, mais je préfère prévenir. Hein, j'ai retiré toute substance en faisant moi-même en amont, voilà, la référence. Ah là là, c'est terrible. Vous voyez ce que vous me faites faire. Alors du coup, ils ont mesuré le pain. Tu crois qu'ils l'ont goûté? Franchement, t'imagines, tu fais partie d'équipe scientifique. Il n'y a personne dans la salle. T'es en train d'étudier ça. Franchement, t'as pas envie un petit peu de prendre un petit morceau et de goûter? Franchement. Moi, j'avoue, je serais à la fois tentée et je me dirais, mais putain, mais à quoi ça... En fait, à quoi ça peut ressembler du pain vieux de... Attends, il date de quand celui-là? Il date peut-être l'Empire romain? Non, attends. Ah ouais, il a été trouvé à Deir al-Bahari, donc durant la 11e dynastie, donc c'est le... Ah non, d'accord. Non, pardon. On n'est pas au Moyen-Empire. En fait, il a été découvert dans des débris d'un temple de la 11e dynastie, mais il date du Nouvel Empire en même temps. Ouais. Donc, il date du Nouvel Empire. Ça remonte à 2000 avant notre ère, à peu près. 2000. Plus autour de 1800, 1500, c'est cette zone-là. Tu te rends compte, essayer de goûter un pain qui a 3000 ans. Voilà, est-ce que... Voilà. Bon, mon ami, quand tu l'embauches, en gros, tu manges de la poussière. Une sorte de poussière avec un peu de goût, mais... Franchement... Parce que ouais, je trouvais que ça ressemblait à un morceau de... Pas de mortier, mais tu vois, un morceau de terre avec une forme un peu bizarre, mais ouais. Et c'est rigolo. Ah, ou alors c'est une sorte d'onigiri. Mais ça fait plus samosa, effectivement. Ah ouais, moi, j'avoue... Ça me tenterait... Non, pas toi, Tarimeka, ça te tenterait pas. Ah si, moi ça me tente très bien. Ah là là, j'avoue. Ok. Ah mais t'es rigolo celui-là de Day Challenge. C'est marrant, j'aime bien. Hop, donc ok. Donc comme ça on va pouvoir commencer ce petit jeu. Hop hop hop. Donc le voilà. Donc j'étais là au niveau des crédits et tout. Donc évidemment, donc si vous voulez, on va retourner à l'accueil. Voilà comment ça se présente. Alors pas sûr que ça ait encore du goût, mais la portée philosophique de l'action est intéressante. C'est le principe de la tentation, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est de se voir, voilà, est-ce que ça... Bah oui, non, ça prend plus vraiment de goût, et puis... Voilà. Et puis, enfin, au-delà de ça, t'as aussi l'aspect évidemment déontologique, de ne pas abîmer quelque chose qui fait partie d'une collection de musée. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez rigolo quand même de... Enfin, voilà, c'est
C'est la tentation un peu étrange. Mais tu peux pas t'en empêcher, quoi. Hey, bonjour, Aresk L4X. Il aime la culture. Il ou elle, pardon, aime la culture. Et merci pour ton follow. Évidemment, voilà. Donc, toute personne, si vous appréciez ce que l'on fait, et pour ne pas louper les prochains lives, vous pouvez tout à fait suivre cette chaîne. Vous serez les bienvenus, évidemment. Voilà, donc merci beaucoup, Aresk L4X. Voilà. Donc c'est toujours difficile de lire. En plus, voilà, mon deuxième écran, il est là. J'ai des yeux un peu de personne âgée, tu vois. Et encore, je crois que vraiment je suis un cas à part. Donc je vois pas toujours très très bien. Donc merci et bienvenue. Donc voilà, donc on va commencer ce jeu. Donc une histoire des styles et des tendances. Donc un jeu réalisé qui vient tout juste de sortir par le Musée des Arts Décoratifs. Et donc l'idée c'est d'utiliser les ressources propres au musée, donc les collections du musée, sous l'œil bienveillant de ces grands mécènes. C'est beau. C'est émouvant. Alors donc il faut, voilà, l'idée c'est un petit peu de parler de l'histoire du mobilier, mais avec un aspect un peu plus concret. Donc en gros, alors pas concret, je dirais plutôt vraiment spatial, un ancrage spatial. Donc en gros, comment les choses étaient voilà, dedans. Donc évidemment, il faut associer le bon meuble en fonction de sa période. Donc oh là là, on se dit mon Dieu, au secours, au secours, je sais pas. En gros, est-ce qu'il n'y a que les spécialistes qui peuvent jouer à ce jeu? Voilà. Donc l'objectif d'associer chaque meuble à sa période stylistique, bon voilà, ça, comme je vous le disais plus tôt. Hey, oh là, merci à toi de suivre cette chaîne, toi qui as un pseudo un peu particulier. Bienvenue. En tout cas, j'espère que la culture t'apportera beaucoup de choses dans tes journées au quotidien. Merci en tout cas de ton follow. Alors, l'objectif, donc voilà, on associe, on les classe donc selon 5 catégories, donc mesurer le temps, éclairer, s'asseoir, ranger, poser. Voilà. Donc des objets qui sont proposés dans la partie supérieure de l'écran, ok? Donc il faut les placer dans l'un des 20 intérieurs correspondant à chacune des périodes déterminées par les équipes scientifiques du musée. Donc en gros, à du Moyen-Âge à la période 2020. Donc on a plusieurs niveaux. On a à partir de 11 ans, on a l'amateur, on a l'expert et le freestyle. Donc 11 ans, bon, voilà, donc c'est pour un public jeune, donc pour aider un petit peu le jeune public qui n'est pas spécialiste, normalement de la question. Les amateurs, donc... alors les objets sont présentés par ordre chronologique et l'objet à associer à la période clignote sur fond gris. Ah, c'est plus qu'amateur là, c'est assisté. Ouais, c'est dommage là. Enfin, c'est un peu, ça fait un peu bébé ça, mais je vais regarder parce que moi, je trouve ça un peu trop facile du coup. Faut un petit peu, voilà, essayer quoi. Expert, les objets sont présentés dans le désordre et vous ne disposez d'aucune aide. Oh mon dieu. En revanche, vous accédez aux informations relatives aux objets aux périodes. Merci. C'est sympa. Oui, parce que c'est pas parce que tu connais un petit peu tout ça, même en tant qu'expert, tu peux pas être expert du Moyen-Âge et des années 2020. Hein. Enfin, c'est pas possible. Il y a forcément des trucs. Voilà, t'es pas expert globalement des arts déco et du meuble. Hein. En général, t'es expert d'une période, d'un style, et puis après, voilà, le reste, c'est du en plus, mais tu peux pas être spécialiste de tout, quoi. Sinon, t'es spécialiste de rien. Tu as également donc freestyle. Freestyle, c'est quand tu fais un peu comme Valérie Damido avec Déco. Laissez libre cours à votre imagination pour constituer les intérieurs de vos rêves, tout en découvrant les œuvres de nos collections. Donc c'est vraiment en mode tu fais ce que tu veux, vas-y, il n'y a pas d'erreur. La seule erreur, c'est ton mauvais goût, à la rigueur. Donc c'est bien, ils expliquent bien en tout cas. Enfin, je trouve que visuellement, en tout cas en termes d'expérience utilisateur, c'est voilà, il y a les choses, tous les niveaux sont expliqués. C'est assez, ça me semble assez simple en tout cas comme outil à appréhender. Mais ça en général, bon, il doit y avoir des exceptions, mais c'est très très souvent la force de
de ce type de jeu avec les musées. Hein. Alors pour voyager à travers la période, utilisez les flèches situées en bas de l'écran. Ok, ouais, donc c'est en bas là. Pour insérer un objet dans un intérieur, passez la souris dessus et cliquez sur le bouton plus. Si vous avez choisi le bon meuble, vous pouvez le positionner dans l'espace à votre guise, ok. Pour en savoir plus sur un meuble, une période où nos grands mécènes, cliquez sur les boutons I, donc info. Pour naviguer sur les pages d'œuvres de votre ordinateur, utilisez la molette de votre souris. Ok, donc réinitialiser le jeu au cas où, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait Bah attends, juste rapide. Est-ce que... Je ferai amateur peut-être à la fin, je vais voir. Parce que ouais, je trouve ça un petit peu... Alors si j'ai bien compris, je regarde amateur. Par exemple là on est au Moyen-Âge. Si je fais... D'accord, donc l'horloge là-haut. Ouais. Ok, donc là ça veut dire que ça c'est la bonne réponse. Bah oui, de manière c'est la bonne réponse, un sablier. Ouais, j'avoue... Bon ça, ouais. J'aime... Enfin, je suis moins fan de l'aspect. Parce que ça veut dire que là, tu vois, je peux pas ajouter ça. Bah non. Ouais, il te dit... ce petit nom de l'objet. Donc ouais, bon. Bon, j'avoue, c'est un niveau un peu... un peu bébé, quoi. Enfin, je suis pas très réceptive à ça. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Alors, Émile Père. Donc, je suis Émile Père, architecte décorateur collectionneur. Je suis né à Bruxelles, 1828. Je suis d'abord sculpteur ornemaniste sur bois avant de devenir architecte décorateur sous le Second Empire. Si Gaston Migeon me décrit comme un original un peu sauvage, recevant ses amis dans le fouillis invraisemblable de l'aventure de Malakoff, coiffé d'une toque et trottant à travers ses salons, j'aime passionnément le Moyen-Âge. Le musée me doit la grande majorité de ses chefs-d'œuvre pour cette période, notamment les retables italiens et espagnols. Ok. Alors là, c'est pareil. On est sur un format extrêmement pédagogique de base. C'est-à-dire que, voilà, on veut faire apprendre des trucs, mais là, par exemple, là, cette partie-là, je la trouve très difficile pour les gens. Ça, c'est dur, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, bon, l'idée, je pense, c'est de dire que là, c'est le point de vue du décorateur qui adore le Moyen-Âge et qui fait... enfin, voilà, qui va répondre à une commande pour quelqu'un, mais le problème, pour moi, c'est que c'est pas très très bien introduit, et surtout cette citation horrible. Il parle de Gaston Migeon, ouais, mais personne ne sait qui c'est Gaston Migeon. Enfin, c'est un peu brutasse, quoi. Personne ne sait qui c'est, donc en gros ça parle qu'à des spécialistes, et c'est pas cool. Cette citation, en fait, Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. À la rigueur, fallait juste marquer un original un peu sauvage, quoi. C'est pour dire un petit peu le caractère, mais ça fait pompeux, quoi. Ça fait extrêmement pompeux, je trouve, pour les gens. Tu mets ça à un enfant de... Enfin, l'amateur, imagine, voilà, une dame, je sais pas, une dame d'une allez, 20, 25 ans, ou même allez, 30, qui regarde ça avec, je sais pas, son ado. C'est pas compréhensible, quoi. Ça, voilà, donc ça, je trouve ça un peu, bon, un peu plan-plan. Enfin, ouais, non, c'est... Voilà, ça me parle pas du tout. Surtout que ça apporte rien, en fait. Enfin, il n'y a pas de... Je trouve que l'intégration du perso... Attends, par exemple, si je vais là. Donc c'est un autre, ok. Jules Massier, machin. Je suis issu d'un milieu aisé et hérite de mes parents d'une solide fortune, une bibliothèque de quelques 30 000 volumes. Érudit, amateur d'art, je suis plus philanthrope que collectionneur et fais don des œuvres que j'achète pour l'éducation artistique de tous. Ah, mais du coup, c'est ça le principe des mécènes. Ah oui, bah oui, c'est à Moïse de Camondo. D'accord, donc ça, c'est le... Ouais, c'est pas clair. Enfin, ça, là, pour le coup, je trouve que ça, c'est pas très, très, très... Il y a un truc là qui est un peu... Enfin, l'idée de base, c'est vraiment bien. Mais pour moi, il y a un petit... Là, il y a un loupé, en fait. Là, il y a un truc qui n'est pas... C'est pas très clair. Enfin, pour moi, ouais, quand tu regardes, ouais, Louis de Polignac, pareil, c'est un très très grand mécène. Mais je trouve que... Ouais, c'est... Bon, voilà. Parce que oui, rien que là, voilà, par exemple, Polignac. Polignac, je pense que c'est par rapport à la référence. Mais là, tu vois, il faut le savoir. Donc là, je vois aussi Jeanne Lanvin. En gros, Marie-Blanche de Polignac, c'était la fille de Jeanne Lanvin. Et en gros, elle est devenue une Polignac par mariage. Et donc, tu as pas mal de
comment dire, t'as des créateurs enfin c'est un milieu qui était très proche notamment des décorateurs, et Jeanne Lanvin dans sa boutique avait du mobilier plus enfin vraiment un très très beau mobilier qui pour le coup c'est une forme de mécénat, enfin voilà, tu vois, c'est un univers qui tourne qui tourne autour de ça, du soutien des métiers d'art, du beau mobilier. Mais là tu vois, je trouve que voilà, c'est Rato, voilà. Donc elle avait demandé, voilà, pour sa boutique, elle a demandé à Rato, donc qui est un comment dire, un ébéniste, ouais, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Est-ce qu'on peut parler de designer là? Non, pas vraiment, non, pas encore. Donc voilà, donc en fait, je trouve que c'est pas mal, enfin c'est expliqué, mais je trouve que c'est, enfin il y a une inadéquation entre là-haut, on te donne la réponse, voilà, et le texte, enfin les textes en bas impliquent un schéma de réflexion beaucoup trop poussé à mon sens. Enfin voilà, je suis pas sûre que les gens captent direct le truc, quoi. Voilà. Hop. Donc attends. Attends, je voulais juste tester le i du coup. Oh là, l'image est dégueulasse là. Bah alors, c'est quoi ça? Enfin, moi ça fait pixeliser dégueulasse, hein. Je sais pas chez vous. C'est bizarre. Il y a peut-être eu un souci de la... Bref, c'est pas grave. Hop. Donc attends, on va plutôt du coup se faire une partie en expert. Hop, attends, je retourne sur la première période. Hop, voilà. Voilà. Alors, donc là l'idée, c'est de meubler. Ils sont sympas les petits dessins là. On voit en plus un truc que j'aime bien, on voit encore les coups de crayon là en dessous là. C'est là tu vois là, hop, petit coup de crayon, ça c'est sympa. Ça c'est vraiment joli. Ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tant qu'excise il là. Oh là. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça te ramène directement. Ça c'est une des pièces, ce qu'on appelle une période room dans le musée des arts décoratifs. Donc ça te permet, voilà, un petit peu de te plonger dans le truc. Hein. Attends, mais du coup, bon je comprends. Ah mais ouais, par contre, attends. Alors ça, ouais, bon, ils sont, enfin, d'un point de vue, alors, de mémoire, d'un point de vue, c'est plus simple, notamment pour les personnes. Mais il est où lui? Il est pâti? Bon, tant pis. On a, enfin voilà, soit tu fais ouvrir dans un nouvel onglet, soit tu restes dans la même page, ce qui peut être pratique notamment pour le public. Alors, je crois que c'est le public malvoyant. C'est plus simple pour lui que ça reste dans la même fenêtre. C'est juste qu'après, en expérience utilisateur, on n'a pas l'habitude en fait. Et voilà. Donc, mais par contre, ça fait partie des normes de consultation de page web dans la même page web. Enfin, voilà. Donc je suis pas spécialiste de l'accessibilité des sites internet, mais normalement voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Attendez, je mets juste mon petit gilet parce que j'ai un peu froid. Hop. Voilà. Parce qu'il fait pas beau. Et ce qui va avec, c'est qu'il fait froid. Voilà. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, donc là, allez, viens là, petit gilet. Donc là, voilà, Moyen-Âge, donc avec donc ce mécène, mais aussi décorateur Émile Père. Parce que très très souvent, les décorateurs étaient eux-mêmes enfin, pas tout le temps, mais ils pouvaient être collectionneurs, ils pouvaient être mécènes, etc. Alors, donc là, on va meubler. C'est parti, on va jouer à déco. Tchoum, tchoum, tchoum. Donc là, plein d'objets. Hop, mais on l'a vu. Donc c'est le sablier, donc je regarde ce qu'il y a. Ok, c'est presque dans... C'est presque dans l'ordre en fait là-haut. C'est marrant, presque. Hein. Tout n'est pas dans l'ordre, mais presque. Alors donc voilà, c'est lui que l'on doit prendre. Notre petit sablier. On va le mettre là. Voilà, donc parce qu'on n'a pas encore vraiment... Enfin, les systèmes de mesure du temps ne sont pas non plus... Enfin, on n'a pas d'horloge mécanique. Ah ouais, non, c'est pas... Ah, franchement, je pense que c'est chez moi. Je vois pas le musée des arts décoratifs sortir un
un site avec des images un peu pixelisées. Enfin, peut-être que pour vous, c'est pas pixelisé, mais pour moi, ça l'est un petit peu. Donc voilà, donc jusqu'au 14e. La mesure du temps s'effectue au moyen du cadran astronomique, de la clepsydre ou du sablier, fait d'un cadre de bois et d'une fiole de verre. Donc pareil, clepsydre, ça aurait mérité peut-être une petite définition pour le public. Mais après, c'est compliqué quand t'as pas beaucoup de place, quoi. Tu dois faire très très simple. En France, l'une des premières mentions de ce type d'objet peut être lue dans l'inventaire des biens de Charles V à sa mort en 1380. Ok, une grande horloge de mer faite de 2 grandes fioles pleines de sablon. Donc le sablier, dans la simplicité de son système d'écoulement, est utilisé dans le domaine de la navigation. Bah oui. Apparaissant au milieu du siècle, les horloges mécaniques, mues par un poids descendant avant que ne naisse au XVe siècle le ressort moteur peu coûteux, sciencieux et fiable dans le séquençage du temps, il accompagnait et concurrençait l'horloge à rouage dont l'usage devient courant chez les plus aisés au plus tard dès le début du XVe siècle. Comme sur Fort Boyard. Oui, c'est ça. Complètement. Alors là, le texte, moi ça va, j'ai pas de trop de difficultés, mais je voudrais voir, est-ce que c'est les mêmes textes ailleurs? Attends, déjà je regarde amateur rapido. Ce que je trouve, c'est un... Tu vois, quelqu'un qui est en mode, bon bah je découvre, j'essaye, je suis amateur. C'est un peu complexe, je trouve, en texte. Et attends, à 11 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas mis la même chose, j'espère, à 11 ans. Ah! On va peut-être rester sur le 11 ans. Ouais. Ah, là, tu vois, l'image, elle est belle, là. Ah, d'accord. Mais chez moi, là, c'est très, très beau, là. Attends. Ah, bah, attends. Si, c'est bon, vous voyez, là, bien sur les côtés. Ok, nickel. Alors, depuis toujours. Oh là là, le début de dissertation de base, quoi. Pff, quelle horreur. Pas de changement chez moi. Pas de changement, c'est-à-dire la qualité d'image. Enfin, juste que chez moi, c'était pas très beau, les premières images. Donc, c'est... Voilà, c'est... Depuis la nuit des temps. Ouais, grave. Oui, qualité... Ok. Ok, bah chez moi, il y avait une grosse différence, c'est pour ça. Ouais, tant mieux, tant mieux. Depuis toujours, l'homme cherche à se repérer dans le temps. Mon Dieu, au secours, quoi. Oh là 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 là. Bref, c'est pas grave. Dès les premières civilisations, on s'appuie sur les phénomènes naturels comme le cycle de la journée ou des saisons pour inventer des objets de mesure comme le cadran solaire ou le sablier. Réalisé en verre, le sablier contient du sable. Il est constitué de 2 parties qui se rejoignent en son milieu par une toute petite ouverture. Ouais. Le sable s'écoule lentement jusqu'à épuisement de la partie supérieure et permet ainsi de mesurer un intervalle de temps. Ouais. Oui, ouais, bon, c'est pas extraordinaire, les gars. Enfin... on va revenir sur notre expertise, là. Bingo. C'est ça, c'est le bingo du cliché. Ouais, voilà. C'est en tant que prof, hein, je le vois tellement souvent dans les copies, dans les articles de blog qui sont pas très très folichons. Donc voilà. Enfin moi ça me, pour moi c'est une option de facilité que je trouve et puis facilité de cliché que je trouve incroyable, quoi. L'homme, depuis toujours, l'homme a eu besoin de manger. Ouais. Depuis toujours, l'homme a dessiné. Oui. Depuis toujours. Oh, c'est bon, on a compris. Ouais, non, mais c'est ça, c'est complètement le cliché de la dissertation. Hein, et, bon, moi, ça me saoule à force. Voilà. Je suis trop saoulée. Et on peut pas en mettre d'autres? Je peux pas en ajouter? Non. Ah. Alors, Loupiote, qu'est-ce qu'on met? Bah, pourquoi il me montre c'est quoi? Je veux pas savoir. Je suis un expert, pourtant. Il déconne, là. Putain, mais non, mais... Bon, j'ai trop switché d'un truc à un autre. Ah ouais, non, mais ça, c'est peut-être un problème de... Attends, je regarde, est-ce qu'un autre... Est-ce que... Ah ouais, mais non, mais du coup, quel intérêt si vous montrez la bonne réponse, quoi? Bon, ouais, super. Ah, tu penses que... Ah, attends. Ouais, on va essayer. Ouais, il y a peut-être un... C'est peut-être... Mais du coup, c'est un petit bug à le remonter, du coup. Ouais. C'est peut-être un problème de cache, ou peut-être que comme je switch pas mal d'un truc à un autre... Ouais.
Attends, on va faire un truc, je vais même le recommencer parce que... non, mais c'est nul, quoi. Alors, attends, je reprends le truc. Voilà. Hop, expert. Ah, mais garde en mémoire le truc. Ouais, bon, bah tant pis. Bah écoutez, désolé. C'est peut-être chez moi qu'il y a un souci de cache, mais en tout cas, si ça fait, alors, si ça fait partie du jeu de base, sincèrement, c'est nul, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt, du coup, de faire un mode expert si on te montre la bonne réponse. Mais c'est peut-être mon... Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fenêtre de navigation privée. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas... Enfin, viens là. Hop. Là, je serai sûre que le... Hop, ce sera bon, normalement. Voilà. Je regarde vite fait avant de vous partager cette scène-là. Non, si, dans la navigation privée, il me montre la bonne réponse directe. Bon, bah. Voilà, donc sincèrement, je vois pas, du coup, je vois pas l'intérêt des différents... Ou alors, j'ai cliqué sur un truc... Bah non, j'arrive là. À mort, les cookies, le cachia. Ouais, si, c'est... Bah, même avec une fenêtre de navigation privée, tu gardes les cookies et tout? Hop. Voilà. Ouais, bah écoute, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, attends, est-ce que... On va essayer... Attends, j'essaie avec celui-là, l'Explorer, là. Je regarde vite fait. Ok. Non, lâche-moi. Hop là, toi. Hop. Voilà. Edge, c'est le même moteur que Chrome. Ouais, mais... Enfin, je suis pas sur Chrome. Alors, du coup, attends, je regarde là. Non. Même sur Internet Explorer, c'est indiqué, ouais, puis ça fait un rendu dégueulasse d'image à tout bien, non, je serais pas sur ça. Ok, bah écoute, on reste là, on reste sur celui-là, tant pis. Bon, voilà. Ah, pour info, d'accord, ok. Donc voilà, donc bah écoutez, on sait que la loupiote c'est ça, bug sur 20. Bah après, ça peut être, peut-être que c'est chez moi, hein, mais si c'est le gameplay du jeu, du coup je vois pas l'intérêt du mode expert. De montrer la bonne réponse et puis en fait faut aussi un petit peu s'amuser, allumer son cerveau et tout, quoi. Au bout d'un moment, si on te mâche le travail, je vois pas trop l'intérêt si tu veux. Bon. Ah, attends. Hop, je veux le i là. Ouais, bon après, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de... Dans deux navigateurs différents, il y a peu de chance. Alors, donc on a le lustre, donc au Moyen-Âge, donc après, attention, donc le mobilier au Moyen-Âge, on a perdu énormément de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment en termes de mobilier, c'est plus la fin du Moyen-Âge où on a pas mal d'éléments. Donc c'est pour ça qu'on a des choses, on se dit, ah bah tiens, ça fait assez... je dirais pas moderne, mais c'est vrai que il nous manque pas mal de trucs. Donc là, on est à la fin du Moyen-Âge, donc ouais, 15e en général. Alors, en plus, voilà, c'est le type de lustre qui pouvait aussi être dans une église. Bon, c'est parce qu'en fait là, donc, bon, moi je la vois pas très bien, mais je devine. Là, vous avez une vierge, peut-être même à l'enfant. Non, une vierge entourée de rayons. Alors, 6 branches enroulées de rameaux soutiennent chacune une bougie en cire.
plus onéreuse que la chandelle fabriquée en graisse animale. Ouais, bah ouais. Je me demande l'odeur, tu vois, d'une bougie faite en graisse d'animal, ça doit être assez particulier quand même. Hein. Alors ce type d'éclairage artificiel, de même que les chandeliers et autres pics cierges, prend le relais de la lumière naturelle à la tombée de la nuit. Merci Captain Obus. Bref. Oui, bah oui. Oui, bah... Tout à fait. Tout à fait. Hop. Bon, bah là, on sait. Hein. Donc, parmi les sièges, donc on a, c'est très souvent au Moyen-Âge, donc on a plusieurs types d'éléments pour s'asseoir. Donc, ça dépend. Est-ce qu'on est sur une assise pour que ce soit pour l'intérieur, c'est très français ce que je dis. Est-ce qu'on est donc plus dans un espace dédié au confort, enfin par exemple, est-ce qu'on est plus dans un souci de rester assis pendant longtemps, ou est-ce qu'on est plutôt dans un besoin d'être assis pour quelque chose de plus ponctuel mais nécessaire, par exemple, voilà, je pense en fait au repas. C'est-à-dire que ça, c'est pas du tout le genre de chaise qu'on met à table. Hein. Enfin, et à table, attention. Pourquoi je dis ça? C'est parce que au Moyen-Âge, il n'y a pas de salle à manger, il n'y a pas de pièces réservées au repas. On est sur sur des espaces qui peuvent changer de fonction en fonction de l'usage. Enfin, en fonction de l'usage sur le coup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'heure du repas, on va transformer la pièce principale, qui peut être la chambre, on peut la transformer en salle à manger. C'est juste, voilà, donc la pièce où on est, si on a besoin de manger, si on a besoin de dormir, si on a besoin de se laver, on va modifier, en déplaçant des trucs, en déplaçant des meubles, on va modifier la pièce. Sympa le siège, ça rendrait bien dans mon 3 pièces. Ouais, ça prend un peu de place. Oh non, encore ça prend pas à ce point de la place, ça va. J'aime bien le design, ça rappelle un peu Kaamelott. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et bah bon, après Kaamelott, comme c'est le début du Moyen Âge, d'un point de vue stylistique, on n'y serait pas du tout. En fait, enfin voilà, on serait plus sur des pièces. Parce que là, en fait, moi, ça me fait même. D'ailleurs, ça c'est plutôt comment dire, ça me fait plutôt même penser à une cathèdre, tu vois, un siège d'évêché, enfin un siège pour l'évêque dans la cathédrale, quoi. Pour le siège du roi, par exemple. Oui, ouais, tout à fait. Bonjour tout le monde, qu'est donc que ce jeu? Qu'est donc que ceci? Bienvenue à toi, Germain Elvis. Donc en fait, on est en train de tester le jeu du musée des arts décoratifs. Donc c'est un jeu à visée pédagogique où on doit meubler différentes pièces en fonction de leur époque avec du mobilier qui correspond à l'époque. Voilà. Du coup, on teste un peu tout ça et j'apporte aussi des petits éléments complémentaires pour le jeu. Donc et quand on a besoin de transformer une pièce en, par exemple là, s'ils veulent manger, on bouge au maximum le mobilier qui peut être bougé, et si c'est bon, si le lit tu le bouges pas, mais en gros la pièce est assez grande en général pour être transformée en salle à manger, et bien là on a de quoi mettre notamment des tréteaux, une planche, et c'est ce qu'on appelle dresser la table. Et donc, on dresse la table, et là, on peut manger. Parce qu'attention, voilà, de nouveau, il n'y a pas de salle à manger, ça n'existe pas. Donc, hop, la table, on la dresse soi-même. Et puis après, on place en général des bancs pour manger. Voilà, donc ça, c'est plus... voilà, moi, ça me fait plutôt penser à une chaise d'évêque, mais qui, attention, ça pourrait tout à fait aussi, on pourrait trouver ce genre de mobilier dans les intérieurs privés. Hein. Attends.
chair, donc 15e, gna gna gna. Parfois appelé cathèdre, voilà. Donc ce meuble solennel aux lignes sobres et rigides fait partie intégrante du mobilier de la chambre. Réservé au seigneur, donc tout à fait, ce que tu disais, la faucheuse, hein, donc ça fait penser un petit peu, voilà, effectivement ça. Donc c'est un meuble sculpté sur la majeure partie du dossier, donc là en haut, de fenestrage aveugle sur meneaux de style flamboyant. Ouais, donc en fait là, ah non, pardon, là, parce que je vois pas très bien. Voilà. On est où là? Surmonté à la crête d'un réseau d'arcatures, ajourées, donc ouais, ici. L'ensemble est constitué de panneaux embreuvés, c'est-à-dire emboîtés par le biais d'une rainure. Là, c'est super qu'ils expliquent la chose. Dans le bâti, lui-même assemblé à tenon et mortaise. Donc les montants postérieurs sont couronnés de fleurons, tandis que le piétement, orné de 2 motifs de plis de parchemin, en faible relief, témoigne comme les accotoirs d'une plus grande simplicité de traitement. Après, c'est normal, parce que c'est pas la partie qu'on voit forcément le plus. Et ben on a... voilà, on va plutôt privilégier la partie qu'on voit bien en termes de décor. Voir le hava sur le fait de dresser la table, c'est plus imagé. Tout à fait, merci la faucheuse pour ce petit... cette petite pub, hein, parce que en fait, le Ava, c'est surnommé Ava, en fait, c'est des petites vidéos courtes qui s'appellent À votre avis, qui sont en fait des petites vidéos où j'explique en moins... enfin, le but, c'est en moins d'une minute, enfin, max une minute, d'expliquer un petit fait culturel. Et effectivement, à un moment donné, il y en a un sur le fait de dresser la table. Merci beaucoup pour ça. Alors, donc là, voilà, là, on est sur la partie, on va dire... donc là, c'est tout un tas de meubles, mais qui n'ont pas forcément la... Ça, c'est intéressant, parce que on va voir plein de meubles qui, en fait, n'ont pas forcément la même fonction. Hello, Élise, comment tu vas? Donc là, voilà. Hop, là, il faut ajouter... Donc là... Ah, je le voyais... Ah, c'est rigolo, je le voyais plus grand que ça. Par rapport à la chair, là. Attends, la chair, on va la mettre là, à côté du feu. C'est bien, là, à côté du feu. Donc là, en fait, ce meuble-là, c'est un dressoir. Hello, FJ Coin Coin. Hello, cool, on joue aux Sims. C'est ça. C'est complètement ça. On joue aux Sims... Culture. Tout à fait. Donc ça, c'est un dressoir. Et en fait, le but du dressoir, c'est de placer... ça doit être la belle vaisselle qu'on met à l'intérieur. C'est un meuble de luxe, en fait, où on doit montrer qui on est, montrer son statut social, donc, et on montre, voilà, donc on peut mettre de la belle vaisselle. En dessous, on aime bien mettre en général ce qu'on appelle des rafraîchissoirs, donc des sortes de seaux avec de la glace ou de l'eau très très fraîche pour mettre dedans des boissons au frais. Voilà. Hop, voilà. Après, c'est ce que je vous expliquais. Donc, l'idée, c'est pas non plus de tout lire, parce que sinon, on est là jusqu'à ce soir. C'est pas que ça me dérangerait, c'est juste que je donne un cours à 12h30, c'est pour ça. Ouais, donc c'est ce que je vous ai expliqué à peu près. Mais ouais, c'est marrant, je le voyais plus grand. Attends, pas pour dimension. 1,54 m par rapport à la chair, là. Elle fait 2 mètres. Incroyable. Donc non, les proportions sont vachement bien respectées, mais encore, il a un côté très imposant, en fait, c'est pour ça. Donc c'est assez, voilà, c'est assez étonnant. Moi, je le voyais... Enfin, il a un côté monumental, tu vois, il a un côté plus grand. Et t'en as comme ça, il y a des dressoirs comme dans ce même genre, t'en as aussi, donc t'en as au musée des arts décoratifs, évidemment, parce que c'est parti, ça fait... Enfin, en gros, c'est la base, c'est les collections du musée. T'en as aussi au musée du Louvre, et je sais pas pourquoi ça me semblait vraiment beaucoup plus grand. Enfin, c'est peut-être ceux du musée du Louvre qui sont plus grands. Hop. Non, on est déjà là, pardon. Hop. Ah bah voilà. Ça, c'est une table justement à tréteaux. Parce que là, on a de tout en termes de meubles. On a aussi des bureaux, des choses comme ça. En sachant que le bureau n'existe pas au Moyen-Âge. C'est si on a besoin d'écrire des trucs, on prend une table, voilà. Oh, elle est belle.
Ah bah attends, hop, on va mettre ça là. Et hop, ah bah non, merde. Ah bon bah tant pis, on laisse ça là, à côté du feu. C'est sympa. Voilà. Et donc là, vous le voyez, on a les tréteaux. Enfin, ils sont là, pardon. On a les tréteaux, en plus ceux-ci, ils sont décorés, ils sont un décor ajouré, donc percé. Et on a la planche qu'on met sur les tréteaux lorsqu'on a besoin de dresser la table. Et après, si on a besoin de cacher la table, ou même si parfois on n'a pas des jolis tréteaux, si on a des tréteaux très simples, et on met une nappe pour cacher un peu tout ça. Voilà. Alors, paire de tréteaux avec plateau rapporté. Donc, c'est du chêne. Hein. Donc, on adore. Au Moyen-Âge, le chêne est un des bois les plus utilisés. Hein. C'est un matériau qu'on apprécie beaucoup. Alors, formé d'un plateau supporté par des tréteaux, encastré à tourillon dans les traverses supérieures, ce type de table, transportable dans la chambre ou la grande salle, peut être couvert à l'occasion par un textile. Très répandu au Moyen-Âge, dans tous les milieux sociaux, tout à fait. Bien que les exemplaires connus de nos jours soient rares, voilà, ça c'est. J'aime bien quand on précise ce genre de choses, de rappeler en fait que l'histoire de l'art c'est une histoire des restes et on étudie ce qui nous reste et c'est toujours bien parce que on a toujours des fois l'impression tiens forcément soit tout le monde avait ça, soit les œuvres d'art, les pièces les plus belles, en gros, on ne faisait que de l'art pour faire des choses magnifiques et luxueuses. Non, c'est voilà. Donc l'idée c'est d'avoir du recul et de dire attention, nous c'est ce qu'on connaît aujourd'hui quoi. Donc ça c'est bien. Alors ici les tréteaux adoptent une forme à fronton triangulaire embrevé, enchâssé, dont les montants est ajouré. D'un décor de motifs flamboyants, exprimant la volonté d'un certain raffinement. Ouais, là c'est clair qu'on a vraiment. J'ai rarement vu comme ça des tréteaux décorés. Le procédé multifonction n'était pas dévolu exclusivement à l'usage des repas, c'est ce que je vous disais par rapport au bureau. Les tréteaux pouvaient soutenir une table de travail, d'écriture ou servir de piétement de lit. Ah, c'est rigolo ça. C'est marrant que ça pouvait servir aussi pour... Parce que le lit, c'est un truc balèze quand même, hein. C'est une structure lourde quoi. Ah, c'est marrant. Ok. Donc là, on a fini notre partie Moyen-Âge. Tiens, hop, touc. Voilà. On va mettre ça là, c'est mieux comme ça. La lampe, ouais, il y a tout, c'est nickel. Donc voilà pour la partie, hop, Moyen-Âge, on passe à la période suivante, Renaissance, donc entre 1500 1570. J'aurais pu pousser un peu plus loin, mais oui, si, tout à fait. Ah oui, et là donc, en termes... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas aussi parlé de... Ah, c'est encore lui du coup. En termes, ça c'est vachement bien. Vraiment là, les dessins qu'ils ont fait, je trouve ça super. C'est en fait visuellement tout de suite, ça te donne aussi des repères temporels hein, entre, tu vois là. Donc ça te permet de voir que au Moyen Âge, il y avait du décor, il y avait des grandes poutres, les grandes cheminées, vraiment aussi ce style. Là, on voit ce genre de porte. Tu dis tiens, soit c'est une porte un peu type orientale, soit c'est une porte type médiévale. Enfin, voilà. Et là, hop. Enfin, voilà, ça, je trouve c'est super cool. Hein. Vraiment, visuellement, c'est chouette, ça. Et puis, ouais, ce côté dessiné, ça, j'aime beaucoup. Alors, donc, Renaissance. Donc, on a... Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on voit que, fondamentalement, on retrouve certains éléments qui sont communs. C'est-à-dire la transition Moyen-Âge-Renaissance dans l'habitat. Donc ça se passe par le style, ok, mais en termes de structure de la pièce, on retrouve la base, on retrouve la même base. C'est-à-dire qu'on a une grande fenêtre, on a ce principe de décor notamment en partie supérieure. Là, on a en plus en partie sur le mur, hein, notamment là, on a un beau plat, sachant qu'on a des meubles comme le dressoir qui continuent à la Renaissance, sauf que ça change de nom. De dressoir, on passe au mot crédence, mais voilà, c'est juste pour vous dire en fait qu'il y a une continuité. Hein, il n'y a pas de séparation nette et brutale entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Hein. C'est vraiment, il y a une forme de continuité, donc c'est pour le coup, c'est très logique. Hein. En fait, il n'y a pas de... Enfin, on ne change pas tout d'un coup notre manière de vivre du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc on retrouve aussi cette grande cheminée hein, qui est imposante, qui est belle et qui va devenir de plus en plus
également un élément, enfin un support artistique. C'est-à-dire qu'au-delà de sa fonctionnalité, hein, parce que bon bah à ces époques-là, c'est très très complexe de chauffer les espaces. Donc, surtout que bah, en général, socialement parlant, il faut augmenter la taille des pièces pour montrer un peu son statut social. Du coup, à chauffer, c'est très très compliqué. Donc on va avoir des moyens de chauffer. Et bah, Moyen-Âge, Renaissance, enfin en gros, et même finalement jusqu'à la fin, enfin jusqu'au 19e, dans les appartements haussmanniens, on retrouve une cheminée ou un poêle dans chaque pièce. Enfin, en fait, en fonction de son statut. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve très 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 fréquemment. Donc, au cours de la Renaissance et après encore au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe, la cheminée, c'est un point important de la pièce. C'est un point, alors soit on décore comme là on a des petites niches qui permettent de mettre des statues ou autres, ou on peut avoir de la sculpture, donc vraiment des très très beaux éléments sculptés, des scènes mythologiques à la Renaissance par exemple. On peut avoir par la suite, là je pense au 18e déjà, 18e, 19e, on a très souvent aussi de très grands miroirs sur les cheminées. En fait, c'est un lieu central, enfin, c'est dans une pièce, la cheminée, c'est déjà en plus, c'est chaud, donc tu vois, on reste autour, on est à côté, donc il y a côté pratique, et du coup, c'est aussi un endroit où on montre qui on est. Ça peut permettre le point central, tout à fait. Ça peut montrer aussi qu'est-ce qu'on aime en termes de collection. Donc par exemple, quelqu'un, imaginons, voilà, là on imagine le seigneur dans cette pièce Renaissance qui invite des amis, et bien il va mettre des sculptures ou des objets qui vont dire en fait c'est ce que j'aime, c'est qui je suis. Voilà, donc ça permet aux hôtes de voir, tiens, voilà, un tel, c'est vrai qu'il aime bien ça, il aime bien ce genre d'œuvre, et ça permet aussi de discuter. C'est d'un point de vue un peu plus concret, c'est des moyens de discuter, et surtout à la Renaissance, on adore rendre extrêmement complexe, extrêmement intellectuel l'art, parce que ça devient un moyen d'échanger avec des amis. En gros, on est des super guides, dans le sens où on va tellement complexifier chaque production artistique qu'en gros, il y a un besoin de transmettre quelque chose de secret. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en gros, on est dans le... Et là, je reprends mon exemple du seigneur qui accueille quelqu'un. Et bien, imaginons, voilà, l'autre, enfin non, pas l'autre, l'ami, il voit une œuvre, il comprend absolument pas, il fait, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle veut dire là, qu'est-ce qu'il veut dire là, le motif sur ton plat, je comprends pas, voilà. Eh bien, je vais t'expliquer, et puis voilà. Et donc, c'est un moment d'échange, de partage, et surtout très intime, où tu partages un secret avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment très très apprécié à l'époque, d'un point de vue, c'est très lié à l'art. Pareil, voilà, un exemple aussi que j'aime beaucoup, quand vous allez notamment à Fontainebleau par exemple, François Ier, donc il a tellement complexifié certains motifs lorsqu'il a passé commande aux artistes, qu'aujourd'hui il y a des choses mais on comprend pas. Dans les œuvres qui sont représentées, dans les motifs sculptés qui sont représentés, on n'a pas les codes. Parce que c'était François Ier qui les avait, parce que c'était son plaisir de raconter ça à ses invités. Donc c'était vraiment le principe un peu du guide qui adore les secrets, quoi. Qui adore transmettre le secret. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois on est un peu embêté. On reconnaît pas, enfin voilà, on ne peut pas déchiffrer parce qu'on n'a pas... la machine pour déchiffrer, on n'a pas les éléments, quoi. Voilà. Alors, mettons les objets, tiens. Alors, donc il nous aide. Ça a l'air d'être dessiné, ça aussi. Attends, peut-être mettre la table d'abord. Comme ça, je mettrai la... Hop là. Donc, hop là, je fais exprès d'aller sur rien. Il manque la clé de chiffrement, quoi. Tout à fait.
Ils sont sympas les meubles, hein, sinon. Très très jolis. Puis c'est vraiment, pour le coup, ils ont pris du très représentatif, donc ça c'est chouette, ça c'est très bien. Donc alors, Renaissance, donc encore une fois, transition par rapport au Moyen-Âge. C'est-à-dire que la table fixe apparaît. On a encore des tables sur tréteau, mais là, la table, elle commence à avoir, voilà, on a, là, ce sont des pieds qui sont fixes, et on peut avoir aussi des éléments type des rallonges, des petits tiroirs. Donc, mais par contre, la table n'a pas encore uniquement vocation à être une table à manger. On peut encore faire tout avec une table. On peut encore écrire, signer des documents. C'est encore une table multifonction, quoi. On est encore sur ce schéma-là. Sauf que là, on est sur des pièces de menuiserie qui sont très très bien travaillées. Et la menuiserie, en fait, c'est que là, c'est de la sculpture sur bois, alors qu'après, on aura plus de l'ébénisterie, donc du plaquage, en fait, de bois précieux qui peuvent former des motifs. Mais là, pour l'instant, Moyen-Âge, Renaissance, on n'a pas d'ébénisterie. Enfin, pas dans les... c'est ça, surtout, je pense en France, voilà. Non, ça viendra plus tard. Ça viendra au siècle suivant. Voilà, donc vous voyez un petit peu plus là, les éléments sculptés, décorés. Référence à l'antique, là, avec des colonnes. Enfin, moi, c'est ce que j'aperçois, même si je ne suis pas très très sûre du motif. Donc là, on a du noyer. Petite différence vis-à-vis du Moyen-Âge, même s'il y en a encore. À la Renaissance, on aime bien le noyer sculpté, enfin le noyer, qui est plus clair que le chêne, parce que le chêne, comme c'est un peu sombre, on a envie de voir de choses un peu... On a envie de changer un petit peu quand même de style, voilà. Et le matériau participe à cette notion de style, de tendance. Parce que la nature du bois, elle peut être d'une différente couleur. Donc c'est pour ça que le noyer va être pas mal apprécié à la Renaissance, en fait. Alors, donc l'influence de l'antique, donc là c'est voilà, et plus largement de la culture italienne, impacte un pan très important de l'art mobilier. Cette table de la Renaissance a large piétement, bon voilà, là, effectivement, donc on voit que c'est un piétement assez conséquent. Sculpté en relief de figures hybrides adossées à un écusson, donc là c'est sur le côté, à la ceinture ornée de gaudrons et de dentricules, donc les dentricules elles sont là, rappelle amplement le cartibulum romain, table de pierre ou de marbre dont le plateau était soutenu par des chimères. D'accord, ça c'est intéressant. Alors, munie de rallonges mobiles, elle se déploie sur 3 supports de bois coulissants. Ah voilà, donc elle a des rallonges celle-ci. Donc on peut inviter des potes et tout pour faire une super raclette. Les pieds disposés de part et d'autre du plateau, ces vases en haut en forme d'éventail. On décèle également dans cette forme très architecturée les apports des modèles d'Androuet du Cerceau, fin connaisseur de l'Antiquité. Donc tout à fait, donc... c'est vrai que l'un des architectes les plus en vogue à cette époque-là, c'est Androuet du Cerceau. Donc il avait publié certains traités d'architecture, c'était très très utilisé à l'époque. Donc, voilà. Donc on va pouvoir mettre notre petite horloge dessus. Touc. Voilà. Alors, donc au XVIe, l'horlogerie est devenue une spécialité d'une grande complexité technique. Ouais, c'est ça, voilà, ce que je vous disais, la Renaissance, on adore complexifier les choses, on a vraiment un besoin de stimulation intellectuelle très 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 conséquente, et intellectuelle et technique. On est passionné par les deux en fait. Ah non, pas de raclette, même si je sais que Élise Boussolier serait d'un avis très différent. Mais c'est bon la raclette. Posséder une horloge portative ou encore une montre est alors un signe d'appartenance à une classe sociale élevée. Ouais, tu m'étonnes, c'est vraiment d'un point de vue luxe. Alors ça, les montres, c'est le top. Les premiers centres de fabrication se développent en Europe, notamment en France et en Allemagne, dans les grandes villes et au service des cours royales. Les commanditaires n'hésitent pas à faire réaliser de véritables petits chefs-d'œuvre de métal doré de forme hexagonale ou ornés d'un décor gravé. Bah là, le texte est nickel. Je trouve que là, on a un ton
Super intéressant. Enfin là, pour la partie Renaissance, on apprend des trucs et c'est très très voilà, très accessible. Alors, hop. Ce sera celui-là, normalement. Ouais. Ah bah oui, il clignote. Ouais, non, le reste, ouais. Tout à fait. Ah, c'est sympa. Ah, il y en a que je connais pas du tout. Ça doit être 20e, 21e, ça. Même peut-être 21e. Bon, on verra ça après. Et hop là. Alors, donc hop. Donc ça, c'est... Alors là, l'influence italienne, elle est là. Hein. On va le mettre tout. Tiens, on va bloquer la porte. Personne ne peut rentrer comme ça. Non, attends, on va faire un petit peu mieux quand même. Hop là. Hop. Zou. Voilà. Ah non, on va même mettre... Attends, on va mettre l'horloge là. Voilà. Hop, en sachant que ça pouvait être aussi dans certains cas des coffres. Et là, on voit l'influence là de l'Antiquité. On a des représentations de colonnes avec des chapiteaux. J'ai l'impression que c'est du chapiteau corinthien, donc l'un des types de chapiteaux de l'Antiquité qu'on retrouve dans beaucoup de pièces de mobilier à la Renaissance, parce qu'il y avait une fascination pour la Renaissance. Attends, hop. Voilà, ouais, si c'est du chapiteau corinthien. Avec, j'imagine, des scènes mythologiques. Par contre, je devine pas trop ce que c'est. Ah bah, les travaux d'Hercule. Eh, mais c'est merveilleux, hein. Ça en plus, j'ai posté hier une vidéo sur... bon, c'est pas la même époque, mais ça parle d'Hercule, sur la représentation d'Hercule comme motif dans les bijoux grecs anciens. Voilà, j'ai posté une petite vidéo sur ça hier. Donc c'est à votre avis que vous pouvez retrouver soit sur ma chaîne YouTube, soit sur les réseaux sociaux comme Instagram ou mon LinkedIn, mon compte Twitter, etc. La légende dit qu'on aurait... Ouais, ça parle de... Bah, bravo, ça parle de raclette. Alors, l'importance du coffre. Omniprésent au Moyen-Âge, voilà. Ça, c'est complètement... Le coffre, c'est l'élément indispensable au Moyen-Âge à la Renaissance qui peut contenir différentes choses en fonction des fonctions. Ça peut même être un cadeau enfin, ça peut être utile aussi pour le mariage. On met son trousseau de mariage. En fait, c'est une pièce. Enfin, le coffre, c'est un élément qu'on peut déplacer. Et au Moyen-Âge et à la Renaissance, la cour n'est pas fixe. Elle bouge. Elle bouge de château en château en fonction des envies du souverain, du prince. Par exemple, s'il a envie d'aller à Fontainebleau parce que il a envie d'aller chasser pendant 2 semaines, 2 semaines, bon, ou un peu plus, peu importe. Il faut imaginer que la cour se déplace et amène tout son barda en fait. Et donc les coffres sont super pratiques. Hein. C'est des éléments, c'est un peu le sac à dos. Le sac à dos rangement. Enfin, en tout cas, voilà, on apporte son mobilier quand on se déplace de château en château. Et avec le contenant, ça fait un petit peu en plus valise, hein, ce qui est assez pratique. Hein. Ça part en mode full privé de joke. Grave. Donc voilà, donc le coffre, important au Moyen-Âge, toujours à la Renaissance. Mais par contre, voilà, au Moyen-Âge, il n'était pas forcément très très recherché en termes de décor. Et encore, c'est les pièces qu'on a retrouvées. Mais par contre, à la Renaissance, il y a donc c'est comme là ce qu'il explique. Il y a un décor très recherché. Et donc, en plus, avec le style italianisant, donc on est passionné par l'Italie. Hein. Donc là, il y a la Renaissance, il y a à la fois cette admiration pour l'Antiquité et pour l'Italie. Donc, composé en façade d'un long panneau assemblé à Tenon et Mortaise et figure 4 des 12 travaux d'Hercule, scandé par des pilastres. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai parlé de colonnes, mais en fait, quand vous avez un élément, aplati, on va parler de pilastres. C'est-à-dire que la colonne, c'est un élément qui est rond, qui est on va dire en 3 dimensions, vraiment, enfin qui est détaché de son support. Le pilastre, en fait, il est complètement collé au mur. Donc, fondamentalement, souvent, le pilastre ne sert à rien. Enfin, il n'a pas, la fonction de porter, de supporter un poids comme un pilier, une colonne, etc. Le pilastre, il est surtout décoratif, en fait. J'en étais où ?
Alors, sous des arcs en plein cintre, hop là, ici, sur fond d'architecture, tempietto, niche, loggia et dôme, d'accord. L'inspiration des références antiques véhiculées par la gravure est visible. L'image du lion de Némée, donc il est là, je suppose qu'il est là, ça ressemble à un lion avec la crinière. S'avère ici très proche de celle réalisée sur les plaquettes de bronze par l'orfèvre italien Moderno. Ça c'est chouette aussi ça comme info. Enfin pour dire à quel point en fait il y a une transmission enfin non en gros il y a enfin c'est une transmission. En gros on peut avoir on transmet des motifs, donc soit grâce à des... Bon là par exemple, imaginons peut-être que l'artiste qui a sculpté ce meuble a vu ces plaquettes de bronze, soit il les a vues parce que ces plaquettes ont été reproduites dans un livre. Donc à la Renaissance, l'élément qui va être, enfin l'invention qui va être très très importante pour la diffusion des connaissances, des styles, de l'art, c'est l'imprimerie en fait. Ça va avoir un impact sur le coût des ouvrages. Donc attention, on n'est pas sur du livre de poche non plus. Par rapport au Moyen-Âge où on avait vraiment... le livre au Moyen-Âge, c'est un produit de luxe, vraiment. Ça peut être aussi le cas à la Renaissance. C'est juste que comme il y a une impression, on rentabilise assez bien l'ouvrage. Mais en tout cas, ça sert surtout, d'un point de vue intellectuel, ça sert à diffuser plus de connaissances et de motifs. Donc tout ce qui est recueil d'ornements, c'est extrêmement apprécié et utilisé pour faire des meubles. Donc en gros, ce que je veux dire par recueil d'ornements, c'est un livre avec plein de motifs à l'intérieur pour donner, pour aider un petit peu, tiens, voilà, en termes de tendance, qu'est-ce qui se fait. C'est comme aujourd'hui les personnes qui regardent Pinterest pour pour avoir un peu d'inspiration. Voilà. Hop. Non, on l'a mis ça déjà à la table. Attends, je dis... Ah, c'est la chaise. Ah ouais, c'est celle-là. Attends. Enfin, oui, c'est celle-là, mais je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ok. Alors. Hop, voilà. Toujours au coin du feu. La base. Et l'heure. Donc c'est un siège en X. Donc ça c'est on ne peut plus aussi l'influence de la Rome antique. Parce qu'en fait, j'étais étonnée de le voir parce que tu as aussi, au 19e, il y a aussi certains sièges comme ça. Enfin, 19e, oui, si, 19e, enfin, l'époque contemporaine, tout début 19e. On a aussi des sièges comme ça en forme de X qui, en fait, sont influencés par la Rome antique avec les sièges de comment ça s'appelle, la curule, voilà, c'était marqué là. Donc ça tire son origine de la chaise curule romaine. Oh, c'est mignon c'est rigolo ça. Alors le siège en X ou Fodesteuil. C'est trop rigolo comme nom de siège. Ouais, on sent bien l'influence de Rome. Ouais, complètement. Là, tu sens bien. Bon, il y a juste ça. Là, tu dis non, ça c'est pas romain, ça. Mais clairement, ouais, il y a tu sens bien le siège que tu peux un peu plier, qui est petit et tout. Je me demande si c'est pas fichtrement inconfortable ces sièges-là. J'avoue, ça n'a pas l'air hyper confortable comme ça. Ça se trouve, ça l'est, mais j'ai jamais essayé. Ouais. Ouais, je suis pas sûre que ce soit très... Ouais, le dos, là, non. Pour le coup, je pense que les fauteuils de l'époque 18e, 19e sont plus confortables. Et en plus, là, je trouve... c'est quoi? C'est une taille standard Enfin, je trouve que c'est un petit peu... Bon. Enfin... Et encore, ça va, à la Renaissance, on n'a pas des robes super imposantes. Mais en même temps, justement, on verra qu'à l'époque, aux époques suivantes, comme les vêtements prennent de la place, forcément, le mobilier doit suivre. Parce que sinon, on peut plus s'asseoir. Voilà. Attendez, j'ai pas fini, pardon. Alors, provenant d'Italie, il est lié à l'idée de pouvoir et prend diverses formes, dont le modèle dit dantesca ou à tenaille est une variante répandue et très appréciée en France, notamment à la cour d'Henri II.
Donc Henri II, fils de François Ier. L'assise et le dossier de cette pièce sont garnis de velours, donc ça c'est moderne, parce que voilà, j'imagine qu'il était dans un mauvais état à l'époque, enfin quand à force ça s'abîme malheureusement. Tandis que les accotoirs courbes sont décorés sur l'extérieur d'une cannelure et entrecroisés en partie centrale avec des montants sculptés d'écailles. Ah oui là, d'accord. J'imagine que c'est ça. Ah bah faut pas avoir mangé trop de raclette quoi. Bah ouais, ou t'en sors plus. Tu te lèves, ouais. L'articulation du siège pliant, donc ici, est masquée par un médaillon orné d'une rosace centrale. Voilà. Voilà. Ça c'est pareil. Donc je fais pas partie forcément des gens qui ont envie de s'asseoir sur les fauteuils dans les musées, mais quand je vois des meubles et tout, parfois je me dis j'aimerais bien voir par exemple quand on a parlé de la table avec les rallonges et tout, j'aimerais bien voir les mécanismes en fait. Ça je trouve ça ces genres de choses j'aimerais bien voir quoi. Enfin pas faire moi-même parce que j'ai pas envie de faire des conneries avec la pièce de mobilier, mais ouais de voir vraiment comment les choses on va dire elles fonctionnent. Voilà. Bah du coup on a fait 2, 4, 5, 2, 4... Ah bah non il me manque un truc là. Il me manque quoi? Ah la lumière. Bah oui. Les chandeliers. Oh là là, ça, qu'est-ce que c'est horrible, ça. C'est l'époque suivante, ça. Ça me fait penser, tu sais, dans La Belle et la Bête de Cocteau. T'as ça, enfin, en gros, il y a... Je trouve ça très flippant. comme pièce. Donc là, on a des petits chandeliers très mignons. Ah bah attends, non, voilà, hop, et l'horloge. Hein, on va répartir équitablement. Donc là, on a alors ça peut être des chandeliers, donc parfois on peut... Enfin, les flambeaux, c'est plus grand en général. La luz, mais oui, la lumière. Donc, ça vient d'Italie, du XVIe siècle, elles sont superbes. Enfin, encore une fois, moi, sur mon écran, ça rend pas très bien, j'espère que chez vous, ça rend mieux. Donc le chandelier figure parmi les objets d'usage les plus répandus, tu m'étonnes, et démontre la présence récurrente du travail de fonderie dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Oui. Ah ouais, complètement. Ça, c'est un des métiers les plus importants finalement de l'époque, parce qu'il y a énormément de choses en métal. Donc cette paire en bronze doré, représentant un homme... Ah oui, et une femme dénudée d'inspiration antique et réalisée en symétrie, ouais, ils ont exactement fait la même pose, atteste d'un souci d'esthétisme constant dans l'Europe de la Renaissance. Chacun d'eux soutient sur sa tête un vase gaudronné formant le binet pour recevoir la chandelle. En vrai, ça va. Donc très très belle paire de chandeliers, hein. Donc avec encore une fois l'influence de la Renaissance, comme c'est très bien expliqué dans le petit texte. Ben voilà. Donc on a notre intérieur Renaissance. Et on va pouvoir passer à la période suivante.